Je m'appelle Jasmine. Dans la vie, j'ai tendance à me poser beaucoup de questions. Tout ce que nous faisons a-t-il un sens? Le bonheur existe-t-il réellement? Ou est-ce un conte raconté aux enfants? Je me suis alors fixé un objectif, celui de comprendre et d'explorer la vie sous toutes ses formes. Pour ce faire, il va falloir que je rencontre du monde. Des personnes engagées et passionnées qui m'aideront dans ma quête de savoir en me partageant leurs expériences. Dans cet épisode, Yvon Joseph nous raconte ses aventures, nous partage ses aspirations, sa vision du bonheur et nous livre aussi quelques conseils sur la plantation d'arbres fruitiers en pot. Plus qu'un projet, une passion. Je dirais même une véritable source d'inspiration. J'ai la chance d'accueillir pour ce premier épisode de podcast Yvon Joseph. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. On te connaît surtout pour ce merveilleux projet que tu portes, le jardin Rêvons, qui, je le précise, a la particularité d'être un jardin entièrement en pot. Alors, imaginez, très chers auditeurs, des salades, des tomates, des racines, des plantes médicinales, etc. Et le plus incroyable, plus de 150 arbres fruitiers en pot. Oui, vous avez bien entendu. Et tout ça sur une petite surface. Rappelle-nous de combien? 450 mètres carrés. Voilà, c'est juste dingue. Moi, je reste scotchée par le résultat. En plus de ça, c'est un jardin qui nous invite au voyage, de par ses odeurs, ses couleurs, mais aussi les origines des plantes qui la composent. Exactement, puisque là, si je prends un planisphère, il n'y a pas un endroit du globe qui n'est pas coché. Wow, excellent. Avant que tu partages avec nous cette merveilleuse aventure, j'aimerais, si tu le veux bien, en savoir plus sur toi, car je sais que derrière tout projet, il y a une ou des personnes, mais surtout une histoire. Alors ma première question est donc la suivante. Comment était Yvon Joseph lorsqu'il était enfant? Comment tu te définirais à cette période de ta vie? Ben, comme beaucoup d'enfants des années 50, c'est-à-dire nous vivions à la campagne, et nous étions très unis et nous avions des parents formidables, puisque c'est des parents qui nous prenaient, qui prenaient énormément soin de nous, même si des fois on était turbulents, on prenait quand même pas mal de coups, mais je pense que c'était nécessaire aussi, puisque ça nous a permis aussi peut-être de ne pas sombrer dans des mauvaises directions. Donc, sur cette enfance, j'ai vraiment beaucoup de bons souvenirs qui, avec l'âge, lorsque je rentre dans l'âge, je trouve ça encore beaucoup plus merveilleux qu'à l'époque. Puisque même, je me rappelle, nous étions tous pratiquement logés à la même enseigne. Je parle des enfants du quartier, où ces enfants, on fabriquait nos jouets. Ah oui. On faisait des toupies, on faisait des cabras, on faisait des voitures, on faisait des cerfs-volants, on faisait énormément de choses. Nous étions créatifs. Contrairement à ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on achète tout dans les supermarchés. Et ça nous a permis effectivement d'avoir une évolution dans notre vie une évolution saine. Alors du coup, ça m'amène à te poser une autre question. Est-ce que lorsque tu étais enfant, on t'a posé la fameuse question qu'on pose pratiquement à tous les enfants, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors non. Okay. Mais ça me fait rigoler parce que c'était pas tellement une préoccupation majeure, parce que la première question, si ça devait être posé, c'est il faut que tu aies de bonnes notes à l'école pour réussir. Mais l'explication de dire qu'est-ce que tu veux faire, c'est venu très tard, c'est-à-dire à l'âge de 16 ans. D'accord. Ah ben c'est parfait. Du coup, ça m'amène à te poser une autre question, ton rapport avec l'école. Ah, c'est catastrophique. Wow. Catastrophique. D'accord. C'est-à-dire que l'école m'aimait, mais moi j'aimais pas l'école. C'est curieux de dire ça. Bah oui. Ben oui, j'aimais pas parce que par exemple, je me souviens, mon père, on avait un livre, je crois que c'était quelque chose du groupe préparatoire, quelque chose comme ça, et je me rappelle que ce livre-là, je le cachais pour ne pas lire. Je mettais le livre derrière un buffet que nous avions, alors que le pater, il avait du mal à trouver où c'était, quoi. Et lorsqu'il demandait, mais je faisais semblant de ne pas le savoir. Et de ce livre, il y a qu'une phrase que j'ai retenue. Ouais, c'est laquelle?
le jeudi, c'est le jour du jeu. Ok, c'est parfait. Voilà, non, mais c'est vrai en plus, c'est vraiment écrit comme ça, puisque, alors pourquoi le jeudi, c'était le jour du jeu? Aujourd'hui, les enfants ont le mercredi de repos. Mais dans mon enfance, dans les années 50, 60, 70, on va dire, c'était le jeudi, le jour de repos pour les enfants. C'est le jour où on n'allait pas à l'école. Et ça tombait bien. J'aimais pas l'école. Donc, voilà. La phrase parfaite. Lorsque tu as eu l'âge, tu as certainement eu à faire ton service militaire. Et je trouve que c'est une période vraiment intéressante parce que chacun ne la vit pas de la même manière. Est-ce que tu dirais que tu te rangeais plutôt du côté de ceux qui voulaient y aller ou de ceux qui élaboraient des stratégies pour ne pas y aller, justement? Alors, c'est ni l'un ni l'autre de ça. D'accord. Parce que ce qui s'est produit, c'est que je travaillais dans un restaurant, le restaurant La Créole, qui était dirigé par une très très grande dame de la cuisine créole qui s'appelait Violetta, qui avait un restaurant créole au Gosier, à Périnette exactement. Et il se trouve que juste avant cette période-là, j'étais embauché à l'hôtel Caravelle à Sainte-Anne. Et il y avait quelque chose qui m'avait énormément choqué. C'est-à-dire que je suis dans cet hôtel et on me payait 500 francs. J'étais premier commis. Entre-temps, on voit, peut-être 2 mois après, on fait venir un autre commis qui venait de France hexagonale. Et lui, son salaire, c'était 1500 francs. Et là, je me suis dit, pourquoi nous 500 francs et pourquoi lui 1500 francs? Après cet épisode de 1500 francs, on m'appelle pour faire mes 3 jours. Donc là, je suis embauché effectivement chez Violetta, et étant embauché chez Violetta, je m'y plaisais, franchement, je m'y plaisais, parce que je restais pas souvent dans un emploi. Pour la petite anecdote, mon jour le plus court dans un emploi, c'était 1 jour. Et le plus long à l'époque, c'était 3 mois maximum, quoi. Voilà. Mais à l'époque, on trouvait du travail, on quittait un travail aujourd'hui, le lundi, on avait des gens de notre travail. C'était la belle époque pour cette chose-là. Et donc, on m'appelle pour faire mon service militaire, et il y a un commandant qui me reçoit et qui me pose la question et qui me dit, voilà, donc vous avez le choix d'aller en Guyane, Martinique ou Guadeloupe, Martinique, Guyane. Qu'est-ce que vous souhaitez comme affectation? Alors moi, je lui dis, je veux partir en métropole. Carrément. Oui. Alors il me dit, ah non, ça c'est pas possible. Parce qu'on a besoin de cuisiniers dans les DOM, et vous avez un bon profil, on vous garde. Je dis, mais attendez, il me semble qu'il y a quand même des gens qui vont faire leur service militaire en métropole, je vois pas pourquoi je peux pas le faire comme les autres. Il me dit, vous pouvez le faire, mais à une condition, vous engagez. Et là, je me démonte pas, je dis, donnez-moi la feuille, je signe tout de suite. Wow. Et il sort la feuille, effectivement, et je signe pour 3 ans. D'accord. Voilà. Donc, je me retrouve en fait embarqué dans une aventure que j'avais pas du tout pensé en fait. Et tout ça, alors, avec une stratégie, puisqu'on parlait de stratégie tout à l'heure. Et cette stratégie, c'était quoi pour moi, dans ma tête à moi? C'était de dire que je vais mettre ça à profit pour un endroit où je vais trouver un emploi, pour me perfectionner, pour gagner ces fameux 1500 francs. D'accord. Les choses se sont pas déroulées tout à fait de cette manière-là, en fait. C'est-à-dire que tout autant que j'étais dans un truc, j'étais très très bon en sport, très bon en tir, et j'avais attiré l'attention sur moi, puisque j'ai tenu très longtemps le record du parcours du combattant. Et là, on me convoque, on me dit, voilà, est-ce que vous voulez partir à l'école des sous-officiers à Saint-Mexan? Wow. Et je dis oui, mais on sait que vous n'avez pas le bac, mais quand vous êtes très bon en sport et vous êtes très bon en tir, votre profil nous intéresse. Alors moi je dis, bingo, on y va. Alors là, ça a été le calvaire pour moi. Alors dans quel sens? C'est-à-dire que tous les gens qui étaient là avaient le bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, et moi j'arrive juste avec un petit CAP. Et donc j'avais du mal à suivre les cours, mais j'allais me coucher, je voulais vraiment arriver, donc j'allais me coucher à 2h, 3h du matin pour réveiller 5h, 6h des fois, et je me suis accroché. Figure-toi
sur plus de 235 ou 236 personnes, ben j'ai fini 166e. Donc j'ai réussi donc à passer mes examens et je me retrouve en fait sergent et je gagne mes fameux 1500 francs. Et là je me dis pourquoi aller me casser les pieds à aller trouver un autre truc parce que je gagne déjà mes 1500 francs. Et puis très vite, je me suis pris au jeu, puisqu'en fait, 3 ans après, je passais déjà sergent-chef. Donc là, les salaires, ça commence à exploser. Et puis, et au fur et à mesure, et j'ai terminé en fait ma carrière comme adjudant-chef. Donc voilà pour la petite histoire pour le service militaire. Et ça a duré combien d'années? 18 ans. Waouh. Alors justement après cette période, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe quelque chose d'assez étonnant, parce qu'en fait, j'étais responsable de la cuisine du centre d'essai des langues et le colonel vient me poser une question. Il me dit voilà, je dois faire une manœuvre, mais les repas, je les offre aux officiers et aux sous-officiers. Alors moi, je lui rétorque ben non. Ils ont un salaire. Il n'y a pas de raison qu'ils ne payent pas leur repas. Elle me dit, c'est un ordre. Alors, j'ai dit, OK, d'accord, c'est un ordre, vous me l'écrivez. Il me dit, je vous écris pas. Mais j'ai dit, j'exécute pas. Et là, il me dit, je vous fous trop. Or, j'ai le grade d'adjudant-chef. On reste bien sur le truc, hein. Là, je me sens vexé, je me sens humilié. J'ai dit, puisque c'est comme ça, je vous emmène ma démission dans 30 minutes sur votre bureau. Je retourne donc à mon poste et je rédige ma démission. 30 minutes après, je lui emmène ma démission sur son bureau et il était en train de tirer un trait sur un cahier, puisque à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur. Donc il y a le commandant qui était son secrétaire qui dit voilà, l'adjudant-chef Joseph est là, mon colonel, est-ce que vous voulez le recevoir maintenant? Oui, faites-le entrer. Et donc là, il était en train effectivement de tirer un trait et le commandant lui dit c'est pour il emmène sa démission. Et là il me sort, vous êtes vraiment con, hein? Vous êtes vraiment con. Alors je lui dis, c'est une bonne question de con. Je vous dis, je vais pas exécuter vos ordres. Donc, puisque je peux pas exécuter, je me sens pas à ma place. Je démissionne. Alors il faut savoir quand même que à cette période-là, j'avais mes 2 enfants, Laura et Jérémy. C'est des enfants qui avaient 2 ans et 1 an. Alors mes collègues me disent, mais tu es complètement dingue, tu vas quitter un poste où tu peux évoluer. Effectivement, j'aurais pu terminer même commandant, hein. Et j'ai dit, moi, c'est une question de fierté. Ah oui. Et donc, vraiment, je me fais tuer un petit peu par tout le monde, mais j'avais confiance dans ma capacité à rebondir. Et à partant de ça, j'envoie plus de 100 CV. Et sur les 100 CV que j'envoie, j'avais quoi? J'avais peut-être 5 réponses. 5 réponses, mais avec des trucs vraiment très, très... C'était pour aller élaguer des arbres, c'était pour travailler chez Cycli, hein, voilà, des choses comme ça, ou travailler aussi comme commercial pour les fournitures de bureau, des choses comme ça. Et j'avais choisi effectivement les inspecteurs. Pourquoi, j'en sais rien. J'avais choisi ça. Et dans ma boîte à gants, effectivement, il y avait une demande que j'avais pas trop fait attention, et c'était le service pénitentiaire cherchait du personnel, mais pas directement le service pénitentiaire, c'était plutôt le groupe Sodexo qui cherchait un gérant pour gérer une supérette, ce qu'on appelle les cantines en termes administratifs du ministère de la Justice. Et moi, je dis waouh, ouais, pourquoi pas quand même. Et j'envoie mon CV. Je reçois un coup de fil peut-être 4 jours après. Quand le responsable reçoit mon courrier, il me demande est-ce que je suis disponible pour venir tout de suite. C'est-à-dire, nous sommes le mardi par exemple, et il fallait que le mercredi à 8h, je sois dans son bureau. Alors j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je devais partir en vacances en plus, à Biarritz. Hein. J'ai tout annulé et je me présente. Donc, je fais le tour du poste et tout ça. Je vois que c'est un truc assez intéressant quand même. Alors, il me dit ça, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, je suis intéressé. Entre-temps, il appelle la chef de ressources humaines à Paris, Madame Huck. Je m'en souviendrai toute ma vie et j'expliquerai pourquoi tout à
l'heure, veut absolument me voir. Donc nous étions 6 candidats sur le poste. Donc je monte à Paris et là, il va se passer quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que j'arrive, donc je suis reçu et elle commence à m'auditionner sur ma vie, sur ce que j'ai fait, etc. Voilà. Et à un moment donné, elle va sortir une phrase. Mais pourquoi vous avez quitté une si belle île que la Guadeloupe pour venir vous terrer dans l'Hexagone? Et là, je vais lui sortir quelque chose. Je sais même pas comment décrire ça, en fait, parce que c'est tellement absurde avec l'œil d'aujourd'hui, bien sûr. Donc, je réponds, madame, vous savez, quand mes parents, mes oncles, mes tantes venaient en vacances, hein, quand ils sortaient de France hexagonale, eh ben, lorsqu'ils nous racontaient la vie, pour nous, enfants, moi, avec mes yeux d'enfant, de la Cambrousse, hein, puisque moi, j'habitais vraiment la Cambrousse, hein, à Romandolé. Et nous, on sortait pas énormément. On n'avait pas beaucoup de culture. Et quand on entendait toutes ces choses-là, moi, j'imaginais que la France, ben, c'était un pays où la terre était rose, la terre ne salissait pas. Et là, elle commence à rigoler, mais elle prend un fou rire, mais un truc de malade. Ça dure au moins 5 minutes. Wow. Mais moi, entre-temps, je souffre. Parce que je dis, mais pourquoi j'ai été dire un truc comme ça, quoi? Et là, quand elle reprend son souffle, elle me dit, c'est vous qui avez le poste. Et elle me dit, je vais vous dire pourquoi vous l'avez. Vous l'avez parce que vous êtes quelqu'un de sincère. Tu vois, quelque chose qui pourrait peut-être paraître très négatif quelque part, mais c'est transformé en or. Voilà, ça fait aussi partie de ma vie, quoi. C'est génial. Je sais que tu es une personne qui est plutôt positive dans sa vie, justement, et je suis curieuse de savoir si ça a toujours été le cas. Alors non. Je dois dire que la façon dont je vois la positivité d'aujourd'hui, hein, j'étais positif, mais aujourd'hui c'est même plus une obsession, c'est quelque chose qui fait vraiment partie intégrale de ma vie, la positivité. Mais je peux pas dire que dans le passé c'était ça, parce qu'en fait lorsqu'on vit dans un certain milieu familial ou autre, hein, on n'a pas peut-être toutes les armes pour pouvoir avoir cet état d'esprit-là. Parce que lorsqu'on a des gens qui sont pas nécessairement positifs autour de soi, c'est vrai que ça déteint aussi. Et ça a été un peu mon cas aussi, quoi, quelque part. Et donc, j'ai pas été positif. Je pense que le fait d'être retourné en Guadeloupe, ça a eu un impact énorme sur ma vie. Tant sur le côté bonheur, tant sur le côté positif, tant sur le côté du travail, on reviendra sur ce truc du travail en Guadeloupe, qui m'a effectivement porté, je dirais pas aux cieux, mais qui m'a porté vraiment très haut. Et justement, quel est l'événement qui t'a fait changer de vision? Donc oui, tu arrives en Guadeloupe, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui va se passer, c'est que j'ai 2 frères qui sont extraordinaires. Et moi, effectivement, j'arrive à la Guadeloupe, j'arrive en Guadeloupe avec une main devant, une main derrière. Et je me plains pas, puisque bon, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix et j'assume mon choix. Quand j'arrive, effectivement, les choses ne sont pas simples. Je travaille pas, c'est très compliqué. Mais je me dis bon, je vais être un petit peu avec mes 2 frères. Donc il y en a un qui est fleuriste, l'autre qui est pharmacien et qui monte son entreprise, son laboratoire. Et je me dis bon, c'est bien, ça va me permettre de voir comment fonctionnent les choses. Et quand je les côtoie, je vois les difficultés qu'ils ont. Ils sont toujours de bonne humeur. Et là, je me dis, ils ont un problème et ils transforment ce truc-là en positivité. Donc, ils sont jamais dans la vision mauvaise de la chose, en fait. Et moi, je me dis, mais si c'est moi, je sais pas, je pense pas que je réagis de cette façon-là. Pour moi, j'aurais réagi différemment. Peut-être par une colère parce que on me fait du mal, soit peut-être en me refermant. Et moi, non, c'est arrivé, c'est pas grave. Et là, je vais m'inspirer de ça. Wow. Je vais m'inspirer d'eux, tous les 2. Je vais citer leurs prénoms, hein, Henri et Christian. Hein. Je vais vraiment m'inspirer de ce que je vois. Et là, je me suis dit, à partir de maintenant, tout ce qui va venir parasiter mon bien-être, je vais soit m'écarter ou soit fermer les yeux pour que je puisse pas voir. Et c'est exactement ce qui va se faire. Et je peux les remercier tous les 2 parce que ce sont eux qui m'ont vraiment inspiré pour pouvoir aller dans ce sens-là.
C'est super intéressant ce que tu me racontes parce que du coup, ça montre la capacité de l'homme à évoluer en s'inspirant des autres. Alors du coup, on va revenir un peu sur ton projet. Alors comment ça a commencé? D'où t'es venue l'idée de faire un jardin en pot? Tout ce qui me concerne est atypique en fait. Je vois ça clairement. Non mais c'est vraiment atypique. Parce qu'en fait, pendant une période où j'avais rien, effectivement, et quand j'étais chez ma mère, je voyais plein de plantes médicinales, je voyais plein de choses, plein de plantes. Et un jour, en me baladant dans le jardin, je vois un petit cerisier avec 3 cerises et un petit goyavier avec 2 ou 3 goyaves, quelque chose comme ça, hein, peut-être une goyave, peu importe. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était la grandeur. C'est-à-dire, c'était des plantes qui n'avaient même pas 12 cm de hauteur. Alors, j'interpelle ma mère et j'ai dit, maman, comment tu expliques qu'un petit arbre comme ça peut porter des fruits? Elle me dit, oui, de temps en temps, c'est des choses qui arrivent. Mais elle n'a pas vraiment une explication scientifique à me donner. Mais moi, ça m'intrigue. Je sais que je suis en transit chez ma mère, je sais que je vais pas rester chez ma mère, mais déjà là, je me dis, bon, il y a qu'un petit truc qui me parle dans ma tête, je dis, waouh, si ça porte dans un pot si petit que ça, il y a peut-être quelque chose à creuser. La première chose que je vais faire, c'est que moi, quand j'étais en métropole, je buvais énormément de tisane. Et comment je voyais le prix des boîtes de tisane ici, c'était vraiment ahurissant, quoi. Donc, je me suis dit, waouh, je vais pas acheter ces boîtes de tisane aussi chères. Alors que, en me baladant dans le jardin de ma mère, je vois beaucoup de plantes médicinales. Il y avait du basilic, du thym, de la sauge, vraiment toutes sortes de plantes médicinales, au moins une trentaine. TPI, semaine contrat, etc. J'en passais des meilleurs. Et je dis, bon, je vais déjà commencer par faire ma propre tisane tous les matins. Et ce que je fais, tous les matins, je vais dans le jardin, je récupère de la chicorée, je récupère du basilic, je récupère un certain nombre de trucs, je fais mes tisanes, et je bois mes tisanes, je trouve ça très agréable. Et là, une idée qui me dit, comme tu es en transit, et pour ne pas ressembler à un certain Tanguy, voilà, je me suis dit, je vais commencer à faire des bouturages et à mettre en pot toutes ces plantes médicinales. Et je crée une collection de plus de 40 plantes médicinales en pot que j'ai mis de côté, que je soigne, que j'arrose, etc. Mais entre-temps, l'histoire des arbres fruitiers est toujours là. Et la vie va changer parce que mon frère va m'embaucher. Donc là, je vais changer de braquet, hein, si je peux employer ce terme-là. Donc là, je mets dans ma tête que je vais quitter la maison maternelle pour pouvoir habiter chez moi. Et là aussi, je commence à acheter des petits 2-3 pots. Je commence à mettre des citronniers, des manguiers en pot, des choses comme ça, des mandariniers, peut-être 5, 6, 7, hein. Et quand le jour du déménagement arrive, je récupère toutes mes affaires, j'arrive dans le logement où j'avais la chance d'avoir un logement, il y avait un tout petit terrain, mais qui était suffisant pour pouvoir faire des choses. Il y avait 180 mètres carrés exactement. Et là, je vais mettre en place ce que j'avais dans ma tête, c'est-à-dire planter des arbres fruitiers en pot et mes plantes médicinales. Et je crée une belle petite collection. Au bout d'1 an, les arbres fruitiers commencent à porter. Et un jour, il y a Patrick Soulez de RCI qui entend parler de moi et il me dit est-ce qu'il peut venir faire un reportage sur mon jardin? Alors j'ai dit vraiment avec plaisir. Et il vient avec Georges Decimus, le bassiste de Kassav. Donc ils arrivent, Georges est vraiment subjugué par un arbre fruitier. Il est subjugué par quoi? Par les cerises côtes. Parce que ça lui rappelait toute son enfance, parce qu'il me disait que il a habité pendant un moment donné du côté de Vieux Habitants, où il avait ça, et il venait en vacances aussi là, et pour lui c'est toute son enfance qui défilait devant ses yeux. Et donc effectivement, donc le reportage c'était en direct, hein, c'était le matin, ça se passe super bien, donc il raconte un petit peu ce qu'il voit. Et les gens commencent à téléphoner, oui, qui c'est ce monsieur, où est-ce qu'il habite, etc., machin, voilà, donc. Et les médias les médias télévisés vont commencer aussi à s'intéresser à ce concept-là. Et le tout premier qui fait appel à moi, c'est Emmanuel Gombault.
il y avait des reportages qui étaient faits et sur les reportages de Guadeloupe Première, ils sélectionnaient donc sur une semaine, ils faisaient 5 reportages et ils diffusaient. Et c'était le reportage qui remportait le plus de suffrages, qui était diffusé et qui pouvait être rediffusé 2 ou voire 3 fois derrière. D'accord. Et donc là, les gens voyaient maintenant, parce que la radio, c'est les yeux de Patrick Soulez, mais là, les gens voient. Entre-temps, peut-être que 4 mois après, il y a Rémi Sainte-Ville qui me dit, Yvon, je veux faire un reportage sur ton jardin avec tant d'accailloux, et le reportage se fait. Et là, c'est la folie. Parce que là, les gens découvrent ce concept-là, et c'est parti. C'est vraiment parti. Parce que Rémi même me dit, Yvon, je connais mieux ton téléphone que le téléphone de ma femme. Voilà. Donc, puisque les gens l'appelaient pour savoir où c'est, comment, qui j'étais, etc. Et c'est parti comme ça. En partant de ça, je me suis dit, bon, pourquoi pas transmettre? J'ai commencé donc à faire des petites conférences avec les moyens du bord. Moi, j'ai appris. Alors là aussi, comme j'accompagnais souvent mon frère Henri, le docteur Joseph, dans ses conférences, donc je voyais comment il faisait. Je me suis dit bon, je vais essayer aussi de m'inspirer de ce qu'il fait, ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais loin d'être un aussi bon orateur que lui. Ici le jour et la nuit, bien sûr. Mais je me débrouillais comme je pouvais. Et j'ai commencé à faire des conférences. Et là, c'était des centaines de personnes qui venaient dans ces conférences, et qui viennent d'ailleurs toujours dans ces conférences, et qui sont vraiment très intéressés par ce concept-là, parce que c'est un concept que tout le monde peut avoir, quelque part. Qu'on habite en HLM, on habite dans une maison ou en résidence, on a soit un balcon, soit une terrasse ou quelque chose comme ça. Donc on peut toujours mettre au moins 1 ou 2 arbres fruitiers. Et c'est parti comme ça en fait. C'est parti. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pu faire un TEDx sur ce concept-là. C'est vrai que ça a fonctionné quand même assez bien sur mon TEDx aussi. Franchement, je suis un homme heureux parce que quelque part, j'ai réussi à faire des choses que moi je n'aurais même pas pensé quelque part. Wow. Alors, est-ce que tu pourrais nous citer 5 plantes de ta collection qui sont juste hors du commun et nous dire justement en quoi elles sont si spéciales? Alors, 5, oui, ça c'est très facile. Là, c'est pour limiter. C'est pour vraiment énormément. Pour limiter. J'ai toute une collection de citron caviar qui font partie des fruits les plus chers. C'est des fruits, le kilo du kilo du citron caviar, ça tourne aux environs de 250 à 300 € le kilo. Donc là, j'ai dans mon jardin 3 variétés. J'ai l'une des meilleures noix du monde, qui est le Barringtonia edulis, qui sort des Fidji. C'est une noix que les Fidjiens appellent le yum yum. Ensuite, j'ai le fruit miraculeux qui sort du Ghana, qui est très exceptionnel puisque c'est un fruit qui va changer la nature de tout ce qui est acide et qui va transformer toute cette acidité en sucre. Enfin, pas en sucre, mais en goût sucré, on va dire. Voilà, pour être plus juste dans les termes. Ensuite, j'ai une plante qu'on appelle les prunes natales. Ça sort d'Afrique du Sud. C'est une prune qui est rouge, mais qui a un goût vraiment très spécifique. J'ai aussi les prunes café de l'empereur. Alors, ça, c'est une prune café vraiment différente des prunes café ou prunes cochon, puisqu'on appelle ça aussi comme ça ici, de ceux qu'on connaît. C'est-à-dire que, par exemple, ces prunes-là, on n'a pas besoin nécessairement de les rouler pour enlever l'âcreté ou l'acidité. Voilà. Donc, j'ai des mandarines King Siam. Ce sont des mandarines qui ont une peau très épaisse, mais qui en bouche c'est extraordinaire, c'est juteux, c'est coloré, c'est bien jaune, c'est sucré. J'ai des figuiers, bon, ça commence à quand même avoir un peu plus mais moi comme j'aime beaucoup les figues, donc je peux citer ça. J'ai aussi un pommier. Un pommier. Les pommes de France, oui. Enfin, les pommes de France, on peut appeler ça comme ça. Mais enfin bon, j'ai des pommes, j'ai des raisins d'Alexandrie.
Hein, c'est des raisins qui font, la grappe peut faire jusqu'à 4-5 kilos. Donc, peut-être pas 4-5 kilos, mais au moins entre 2 et 3 kilos quand même. Voilà. Wow. Voilà. Donc voilà, donc, pour citer que ça, mais j'en ai plein. C'est vrai qu'on a dépassé un peu les 5, mais c'est tellement intéressant qu'on s'en lasse pas. Alors je me dis que comme tout projet, je me doute bien que tu as dû rencontrer des difficultés. Est-ce que tu as eu des ratés ou des moments de découragement par rapport à ton projet et comment tu as réussi à les dépasser? Alors, découragement jamais. D'accord. Donc ça c'est clair. Difficulté non plus, mais s'il y a eu difficulté, c'est dans la compréhension des plantes. C'est-à-dire que je rappelle quand même à tout le monde que je suis un autodidacte. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas fait d'école d'ingénieur agronome. Donc ce que j'ai appris, c'est vraiment sur le tas, par rapport à ce que les gens me disaient, par rapport à mes propres expériences, par rapport à ma mère aussi, hein, qui m'a énormément appris des choses. Je lui rends hommage aussi parce que ce jardin-là, d'ailleurs, le nom de ce jardin, c'est un nom composé, hein. C'est la racine de Raymond, hein, puisque son prénom c'est Raymond, c'est le Ré de Raymond, que je continue avec le Von de Yvon. Donc Rayvon, R-A-Y-V-O-N. Donc je dois lui rendre hommage aussi par rapport à ça, parce que elle m'a beaucoup aidé dans la compréhension de certaines plantes. Et après, moi aussi, j'ai fait aussi mes propres expériences, etc. Et donc, par exemple, ce que moi j'ai compris, c'est que il fallait créer un terreau vraiment très spécifique pour les fruitiers en pot. D'accord. Voilà, donc ça c'est quelque chose que moi, c'est vraiment moi qui ai mis ça en place. Ensuite, la capacité des pots par rapport à tel ou tel arbre fruitier. Par exemple, on peut pas planter dans un manguier dans le même pot qu'un citronnier. Par exemple, le citronnier, on peut prévoir par exemple un pot de 90 litres, alors que le manguier c'est 130, 160 litres minimum. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses, effectivement, que j'ai appris sur le tas. Voilà, donc, mais des difficultés, non. Pour moi, la passion est tellement là. En fait, s'il y a difficulté, en fait, il n'y a pas de difficulté. Enfin, voilà. Ça surpasse. Ah ben c'est excellent puisque ça me permet de rebondir sur un petit instant conseil pratique, voilà, pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent se lancer dans le jardinage en pot. Est-ce que tu aurais au moins 3 recommandations à partager? Oui, même plusieurs, mais bon, on va prendre 3. Oui. Moi, l'une des premières choses d'ailleurs que je vais conseiller aux gens, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on veut prendre ce concept-là à bras-le-corps, l'une des premières choses qu'il faut avoir, je pense, hein, c'est une citerne à eau. Parce que les plantes en pot, ça demande un arrosage très régulier. Quand je dis très régulier, je dirais journalier même. Pour moi, c'est la base. Parce que souvent les gens me disent ouais, mais j'ai un secret. J'ai pas de secret. Je le répète encore, je n'ai pas de secret. S'il y a secret, c'est l'amour que je porte à mes plantes. C'est-à-dire que je parle à mes plantes, je les embrasse, je les caresse, je les félicite quand elles font leurs premières fleurs, quand je cueille mon premier fruit, je suis très respectueux. Voilà. Donc, je parle à mes plantes. Donc, ça, c'est peut-être le deuxième secret, s'il y a secret. Et troisième secret, c'est d'apporter suffisamment de nourriture à la plante. Ah oui. Parce que le gros souci, les gens pensent que on va prendre une plante, on va le mettre dans un pot, et la nature va faire le reste. Ça, c'est complètement faux. Je préfère bien le dire. Parce que lorsqu'on a une plante, il faut imaginer, c'est soit on a un petit chien, ou soit on a un enfant. C'est-à-dire qu'il faut lui apporter des éléments pour sa nourriture et pour sa soif, hein, pour boire de l'eau, puisque voilà. Donc, puisque c'est dans un pot en pleine terre, la plante fera son chemin pour aller chercher les oligoéléments, chercher l'eau avec ses racines. Mais dans le pot, si on n'apporte pas un minimum, on n'aura jamais une belle plantation. Moi, j'ai fait le choix de laisser les racines entrer dans le sol. Alors, souvent on me dit ouais, mais si les racines entrent dans le sol, c'est plus des plantes en pot. Enfin bon, là c'est encore un autre débat, mais je vais pas entrer dans ce genre de polémique. Mais pourquoi j'ai fait ce choix-là? C'est parce que en fait, j'ai donné aux plantes une certaine hauteur, c'est-à-dire 2 mètres, 2 mètres 50, la finalité du jardin, hein, qui n'est pas arrivée à son terme, bien sûr, hein, mais la finalité, ce sera ça, des plantes qui auront 2 mètres de hauteur, 2 mètres peut-être, 2 mètres 10, 2 mètres 20.
Voilà. Donc, si les racines ne sont pas en terre, le vent, effectivement, va les renverser et à chaque fois, il faut les remettre en place. Donc, le fait que les racines rentrent dans le sol, ça consolide le pot au sol et c'est tout bénef. Mais ça a quand même des avantages. Hein. C'est-à-dire que l'avantage, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de fruits. Parce que la plante va chercher aussi dans le sol sa nourriture. Et l'inconvénient, c'est que on peut avoir une progression très rapide et même peut-être trop rapide de la plante, puisque non seulement qu'on lui donne à manger, mais aussi elle va chercher sa nourriture. Donc la progression va se faire vraiment très très vite. C'est pour ça que je dis, par exemple, pour les manguiers, si vous n'avez pas des pots de 130 litres minimum, ben vous risquez d'éclater votre pot au bout de 10 ans. C'est très très intéressant ce que tu nous racontes là. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es un homme heureux? Tu as déjà répondu à la question, mais... Je suis un homme heureux, oui. Je suis un homme heureux. Vraiment très très heureux. Pas que heureux, très très heureux. Et qu'est-ce qui te rend heureux justement? Déjà, je pense que je suis un privilégié parce que j'ai 6 enfants. Pour moi, c'est 6 modèles. J'ai vraiment une très grande admiration pour mes enfants. J'ai 9 petits-enfants. Oh. Et déjà, ce côté de mes enfants, ça n'a pas de nom, parce que souvent je leur dis que ce sont les prunelles de mes yeux. Il y a jamais rien de trop beau pour eux. Comme je dis, bon, je suis pas riche, j'ai peut-être pas d'argent, mais ce que je peux faire de mon vivant, je ferai tout ce qu'il faut pour qu'ils soient heureux. Et j'ai organisé ma vie pour que je puisse pas être une source d'inquiétude pour eux. Quand je dis j'ai organisé ma vie, je parle organiser ma vie financièrement. C'est-à-dire que je ne souhaite pas que mes enfants puissent m'avoir comme un boulet de canon à me traîner derrière eux. Voilà, ça fait partie de mon bien-être. J'ai une famille qui est extraordinaire. Nous sommes 5 frères et sœurs. C'est comme si nous sommes une main, les 5 doigts. C'est-à-dire que nous sommes indissociables. Lorsqu'il y en a un qui tombe, il y a toujours un qui est là pour le ramasser. Et ça fait partie aussi de ce bonheur. Quand je me lève le matin et que je vois que je suis vivant et que je suis en bonne santé, mais c'est une source de bonheur pour moi. Quand je sors de la maison, que je vois mes arbres fruitiers, mais je suis en frisson de voir la beauté des arbres, de voir les fruits, de pouvoir les cueillir. Mais c'est extraordinaire. Je suis heureux parce que j'ai beaucoup d'amis. Souvent on me reproche d'ailleurs ça. Mais mes amis, je n'ai jamais perdu, Yasmine, un ami depuis l'âge de 21 ans. Wow, ça c'est dingue. On se perd de vue, mais lorsqu'on se voit, c'est comme si on s'était quitté hier. J'ai un ami là qui arrive, je veux citer son nom parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est Denis Vitalis. Alors pourquoi lui? C'est quelqu'un que moi j'ai rencontré à l'armée, effectivement, dans les années 74. Et je vais raconter une petite anecdote par rapport à ça. Je pars à Paris et ma voiture tombe en panne. Nous sommes un dimanche. Il est 9h du matin. Je l'appelle et je lui dis, Denis, j'ai ma voiture qui est en panne. Alors, pour la petite anecdote, moi je suis à Paris, il est à Châlons-sur-Marne à l'époque, qui est devenu Châlons-en-Champagne maintenant. Alors, il faut savoir que le téléphone portable n'existait pas, c'était les cabines téléphoniques. Hein. Ben oui, c'est vrai ça. Là, faut bien se mettre dans le truc, hein, dans le contexte. Donc, je trouve une cabine téléphonique parce que c'est vrai, dans tous les coins de rue, il y en avait. Et je l'appelle et bon, il me dit bon, je viens. Il arrive vers 15h. Il a réparé la voiture. Il était 3h du matin. Le lendemain, on travaille tous les deux. Hein. Wow. Alors, lorsque on a des gens comme ça autour de soi, comment peut-on oublier quelqu'un comme ça? Voilà, c'est pour dire que j'oublie pas mes amis. Je peux pas. Moi, je vois, j'ai mes chefs de service que nous sommes devenus des amis maintenant. D'ailleurs, il y en a un qui m'appelle au moins 3 fois par an, qui était mon directeur. Et il m'appelle mon frère. C'est pour dire que voilà, quand moi je m'attache aux gens, et c'est peut-être ma particularité. J'aime peut-être les belles choses, certes, mais je suis pas matérialiste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. L'humain est au centre de ma vie. Parce que on peut avoir la plus belle voiture du monde. Je vais prendre un cas, on peut citer une Ferrari. Vous avez une super Ferrari qui vaut 300 millions. Donc, vous avez ça. Vous tombez malade, vous tombez à côté de votre voiture, vous êtes incapable de vous lever. La voiture va dire, mais mon pauvre, je peux rien faire pour toi. Hein. Alors que ton ami ou une personne qui passe à côté, cette personne va te secourir. C'est pour ça que pour moi, avant tout, c'est l'être humain. D'abord, après le reste. Donc,
important de ce principe-là. Moi, comment veux-tu que je ne sois pas un homme heureux? Alors, j'ai une dernière question pour toi, et pas des moindres. En prenant en compte la personne que tu es et les expériences que tu as vécues, quel est ton point de vue sur le sens de la vie? C'est une question. Eh oui. C'est une question. Je pense que, si je prends ma propre expérience, n'importe qui peut faire n'importe quel métier, peut faire n'importe quoi de bien pour sa vie. Après, ce sont les influences des uns et des autres qui vont peut-être modifier une trajectoire. Ceci, on est dans un beau terreau. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas avoir de beaux légumes. Si on est dans une mauvaise terre, on aura des légumes qui sont pas nécessairement très agréables à voir ou à manger. Donc, chaque personne construit sa vie avec ses aspirations, avec ses désirs. C'est une facette du bonheur. D'ailleurs, je dis tout le temps à mes enfants, faites tout ce que vous voulez dans votre vie, à une condition, ne soyez pas hors la loi. C'est-à-dire que si demain on vous dit, ne faites pas, c'est pas bien. Si c'est pas hors la loi, foncez. Parce que les gens peuvent pas décider pour vous. Chacun est libre de créer sa propre vie quelque part. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes si différents, parce que la définition du bonheur, par exemple, c'est un état émotionnel agréable dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants, mais qu'il juge important pour lui. Parce que par cette définition-là, on se rend compte que personne ne peut avoir la même trajectoire. Moi, personnellement, j'ai essayé de construire ma vie pour toujours être le meilleur, en fait. Toujours. Tu sais qu'est-ce que je disais? C'est la première fois que je le dis. Ouais. Tout ce que je touche se transforme en or. C'est-à-dire que, par exemple, dans tous les emplois que j'ai pu travailler, si je prends le cas, par exemple, de l'armée, on me prenait en référence. On me demandait de venir faire des cours à des gens qui étaient nettement plus gradés que moi. Quand je suis arrivé à travailler au centre pénitentiaire, j'ai créé quelque chose d'unique au monde. J'ai créé une supérette à l'intérieur d'une prison, à tel point que les Américains, les Australiens, les Espagnols, les Italiens, les Allemands, j'en passe des meilleurs, venaient visiter. Ah ouais? Et les gens ne comprenaient pas comment, dans une prison, on pouvait avoir un truc aussi évolué. C'était vraiment un magasin de luxe. D'ailleurs, ça m'a été reproché. On m'a même envoyé devant le procureur de la République, les syndicalistes, enfin, à l'époque, un syndicaliste m'avait fait un procès pour, comme quoi je vendais excessivement cher, les produits. Et quand le procureur de la République m'a convoqué, je lui ai démontré non seulement que j'étais moins cher pour la majorité des choses, et donc c'était vraiment infondé les accusations qui étaient portées sur moi. Et pour moi, tout ça, ça fait partie de ce côté toujours atypique, parce que je ne veux jamais ressembler aux autres. Chaque fois que je fais quelque chose, je veux que ce soit moi, mais non ressembler à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui fait peut-être ma particularité, peut-être par rapport à d'autres personnes. Le fait de pouvoir tout chercher la perfection. C'est ça. Je connais bien ça. Voilà. Tout chercher la perfection, on n'y arrive pas toujours, on n'arrive jamais peut-être. Mais on se rapproche. Oui. Moi, je mets toujours des gens très intéressants autour de moi pour me tirer vers le haut. Et voilà, donc quelque part, moi, je vis une vie pleine, une vie remplie d'amour, une vie remplie de bonheur, et j'aspire vraiment à continuer à vivre dans dans cet état d'esprit-là, et à porter un maximum de bonheur autour de moi, un maximum de bien-être, un maximum de joie. Et pour moi, c'est naturel quelque part. Moi, je me force pas à faire ça. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai répondu à la question. Non, c'était parfait. Mais c'est comme ça, moi, je vois et je conçois les choses. Eh ben, c'est génial. Je te remercie pour cette merveilleuse réponse. Et avant de nous quitter, j'ai quelque chose pour toi. Haha. C'est pas super bien emballé, mais c'est l'intention qui compte. À chaque fois que tu le regarderas, Magnifique. Magnifique. Tu penseras à ton souvenir, mais aussi au merveilleux moment qu'on vient de passer ensemble. C'est magnifique. Alors franchement, je suis très touché, je suis très ému.
parce que je crois que c'est la première fois qu'on m'offre quelque chose de cette nature-là et de cette beauté. Franchement, c'est super, super bien fait. Je suis vraiment touché. Ah ouais, je retrouve effectivement tout ce qui a été dit dans ce dessin. C'est génial. Wow, super que ça te plaise en tout cas. Voilà, génial. Alors, c'est déjà la fin. Tu as encore le micro. Est-ce que tu souhaiterais adresser quelques mots à une personne en particulier qui contribue à ton bonheur? Ah oui, et c'est une personne avec qui je partage ma vie. Et oui, son prénom c'est Marie-Laure. Et c'est une personne extraordinaire. C'est une personne qui prend soin de moi, une personne qui m'aime, qui chaque jour me supporte peut-être des fois. Parce que je suis pas trop difficile à vivre, mais bon, mais peut-être je peux peut-être avoir des travers. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vis une vie pleine et heureuse avec cette femme. J'ai toujours en fait rêvé d'avoir une compagne avec autant de qualité. C'est une personne qui, je sais que demain, si je devais tomber malade, je pense qu'elle serait toujours là pour moi. Parce que souvent, j'entends certaines personnes dire qu'elles ne veulent pas servir d'infirmière. Et moi, je suis très heureux de savoir que j'ai une petite infirmière à la maison. Voilà, donc je voudrais vraiment lui rendre hommage parce que ça fait 2 ans que nous vivons ensemble. Elle est dans l'ombre. On l'entend jamais, en fait. Et elle est tellement discrète des fois que quand j'ai des invités, on dirait vraiment qu'elle n'existe pas. Alors ça peut être un défaut, une qualité, mais c'est sa personnalité que je respecte. Et je pense qu'elle m'a énormément apporté sur le plan de la sagesse et elle me soutient dans tout ce que je peux entreprendre. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas connu dans le passé. Je disais, je suis un homme heureux, mais tout ça fait partie des choses qui contribuent justement à ce bonheur que je vis. Et franchement, je lui dis merci pour tout ce qu'elle fait pour moi, tout ce qu'elle pense de moi aussi, parce que je sais que lorsqu'elle a des discussions avec ses amis, j'entends des bribes, donc je sais que elle ne me parle pas en mal. Ouais. Voilà. Vraiment, je vais le dire sincèrement. C'est une personne que j'aime au plus profond de mon cœur. Oh, c'est super. J'espère qu'elle écoutera ce message. Pour ceux qui souhaitent te retrouver justement sur les réseaux pour en savoir plus sur ce que tu fais, où est-ce que tu souhaiterais qu'on les redirige? Déjà sur ma page Facebook, c'est Yvon Joseph 2 en chiffre romain. Ensuite, on peut taper Yvon Joseph Guadeloupe sur YouTube. On va retrouver pas mal de podcasts aussi sur ce que j'ai fait. Vous pouvez taper sur Google, pour ceux qui n'ont pas tout ça. Sur Google, vous tapez Yvon Joseph Guadeloupe. Et là, vous allez trouver des choses que j'ai fait. Donc voilà, donc vous pouvez toujours visionner. Vous pouvez aller voir le TEDx aussi sur YouTube. Je vous encourage à aller le voir. Vraiment très 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 intéressant. J'ai beaucoup stressé ce jour-là, mais bon. À côté de ça, moi j'étais pas très content de moi, mais quand j'entends toutes les personnes qui me disent « Ah oui, c'était super », j'arrive à me convaincre que c'était bien. Wow. Franchement, je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir. Alors, vous retrouverez toutes les infos dans la description. Abonnez-vous bien sûr pour être au courant du prochain épisode. Et pour voir les coulisses et aussi la fameuse illustration qui a été offerte, on se donne rendez-vous sur l'Instagram. Je vous remercie d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Et sur ce, vivez votre vie à fond et faites ce qui vous fait envie. Je suis partie à l'école, moi, à 54 ans. Ah oui. Et ce n'est qu'à cet âge-là que j'ai compris ce que c'était qu'avoir confiance en soi.